D'abord, je voudrais vous remercier beaucoup et puis vous dire mais quelles sont les raisons. Vous savez les raisons. Vous savez les raisons. Ce qui m'a opposé au président Patrice Talon, c'est d'abord sa conception de la démocratie, du discours politique, de la politique, des valeurs, des principes qui doivent gouverner le régime et le pouvoir en système de haut niveau démocratique. Nous avons une divergence profonde sur l'approche du discours, l'approche même avec les collaborateurs, les partenaires politiques, l'approche du respect de l'engagement, du mandat qu'on a pris vis-à-vis du peuple. C'est des questions touchant aux valeurs, aux principes. Voilà ce que je peux vous dire et sur lesquelles moi je n'intransige pas, je n'ai pas de concession à faire à personne sur les questions touchant aux valeurs, aux principes de la démocratie. Et puis j'ai consacré toute ma jeunesse et puis toute ma vie à cela. Je ne peux pas y dérober pour quelques raisons, quelques situations que ce soit. C'est le président Talon qui a nommé un autre ministre, c'est à lui de voir. Je ne sais pas si c'est lui-même qui est ministre ou pas, c'est à lui de voir. Mais moi, ma perception, je pense que j'ai profondément raison et je suis satisfait d'avoir démissionné. Vous savez, j'aurais le cœur brisé de voir qu'un pouvoir qui a dit « je ne tirerai jamais ». Quand Patrice Talon faisait campagne, mais il a dit quelque chose, il a dit des choses. Par exemple, il dit « je ne tournerai jamais l'armée et les chars contre la République ». Mais il a fait. Vous savez le poste que j'occupais? Que je reste là et qu'on tire sur la population. Mais je n'ai pas combattu pour ça dans ma vie. Dans ma jeunesse, j'ai combattu beaucoup pour la liberté. J'ai combattu quand je n'avais même pas 17 ans contre la dictature du PAPB. J'ai été même à la conférence nationale. Et avant que d'aller à la conférence nationale, j'ai vu des jeunes tomber. J'ai vu ce qui s'est passé. Je ne souhaite pas que ça reprenne. C'est la dérive, c'est la dérive, c'est la perversion dictatoriale, c'est la tournure dictatoriale que prenait le pouvoir qui ne m'a pas plu. Et puis, quand on est chef, on n'est pas encyclopédiste, on n'est pas aristotélicien. Non. Le chef est d'abord conseil et écoute des conseils. Et quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je ne peux pas faire ce que la personne dit. Mon engagement est un engagement pas pour un homme, mais pour les valeurs et pour les principes. Et lorsque les valeurs et les principes ne sont pas respectés, je quitte. Donc la gestion qui est faite aujourd'hui, vous savez, j'ai un principe de ne pas trop parler de l'armée. Parce que c'est un corps très sensible. Mais je n'accepte pas que des soldats tirent sur la population. Aucun soldat béninois n'a le droit de respecter aucun politique qui lui demande de tirer sur la population. Vous venez d'avoir un cas avec un jeune homme qui a été abattu. Je voudrais vous dire que c'est le manque de formation, le refus d'appliquer les accords internationaux, les tests internationaux, les nomenclatures, les manières de procédure de l'agent qui doit être envoyé en opération de maintien de paix. Le maintien de paix, le maintien de l'ordre, j'allais dire pour le pays, le maintien de l'ordre est une section, une discipline. On n'envoie pas n'importe qui. Et les gens dédiés à cette section, dépositaires de l'exécution de l'autorité, ces personnes sont formées. Non seulement ces personnes sont formées, mais c'est des personnes qui sont recyclées chaque 6 mois. Ils subissent des tests d'aptitude. Et enfin, on ne peut jamais mettre des armes à feu dans les mains de qui que ce soit. Et plus, il y a des populations main nues. Le campus, quand même, il n'y a pas de chasseurs au campus. À tel point que nous entrons petit à petit vers une banalisation des tirs à feu contre la population et les citoyens. C'est dangereux. Vous voyez, je ne peux pas cautionner des choses de ce genre. Et puis, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai consacré ma vie à la démocratie. Mais voilà des gens qui sont au pouvoir et qui vous disent allègrement qu'ils sont contre la démocratie. Ils font même l'apologie de la dictature. Ils vont jusqu'à dire que sans la dictature, il ne peut pas faire le développement. C'est scandaleux. Mais je n'ai pas combattu pour ça. Et quand moi je parlais du nouveau départ et de la rupture, c'est par rapport à ce qui se faisait de mauvais. Et ce qui se faisait de mauvais, c'est l'état du changement en refondation. Est-ce que nous serons sérieux si nous prenons le pouvoir et que nous allons faire pire que le changement et la refondation? C'est les questions de fond.
Et puis vous avez évoqué tout le sacrifice que j'ai contribué, que j'ai eu à faire pour que Patrice Talon vienne au pouvoir et que par rapport à là, bon, j'aurais souhaité que, bon, je reste là. Non, mon combat n'a pas été pour mes poches. Si mon combat politique était pour mes poches, je comprendrais. Mon combat est pour les valeurs, les principes et l'intérêt général. On ne combat pas en politique pour faire des gains financiers ou matériels. On combat en politique pour faire dominer sa conviction, ses valeurs et ses principes. Un idéal pour l'humain. L'idéal à la vie, le droit à la vie, le caractère sacré de la vie qui disparaît chez ce régime, qui devient un régime de terreur. Je veux aussi vous dire quelque chose. Lorsque nous sommes envoyés en mission de maintien d'ordre, les populations peuvent être violentes. Nous n'avons pas à utiliser la force. Non, pas du tout. L'ouverture de feu est conditionnée à un protocole. Les gâchettes faciles ne peuvent pas rester ni dans l'armée, ni dans la police. Les défroqués, les malades, les fragiles, les agités, ne peuvent pas. Et c'est ce travail que nous devons faire. Tout m'oppose à Patrice Talon sur la conception de l'État, du rôle de l'État. Du rôle de l'État. Et c'est des questions de fond, ce n'est pas des questions d'indemnité, de salaire et de ci. Je pense que ce que j'ai dit, beaucoup ont des difficultés à comprendre ça. Mais dommage, moi j'ai une histoire politique, j'ai un parcours. Je ne suis pas quelqu'un qu'on a appelé autour de la table du Conseil des ministres. Non. Je ne suis pas un collaborateur de Patrice Talon. À cela, les discours entre nous, les échanges entre nous doivent être respectueux. Nous devons nous respecter. Le respect doit être dans les deux sens, parce que je ne suis pas son collaborateur, je suis un partenaire politique. Les collaborateurs, c'est ceux qu'il a ramenés d'ailleurs, de partout, à qui il fait du show là, non. Moi, je sais de quoi je parle quand je parle politique et quand je parle d'intérêt général. Je ne parle pas business, je ne parle pas mafia, je ne parle pas omerta, je ne parle pas obscurantisme, je ne parle pas intimidation, je ne parle pas terreur. On peut bien développer en respectant les libertés, les droits de l'homme, en respectant l'humain. Parce que l'humain est sacré. Ce ne sont pas les business qui sont sacrés. Le Bénin n'a pas seulement régressé, le Bénin est dans une catastrophe, dans une calamité. Parce que le Bénin est dans une honte, une incurie. Le Bénin est la risée du monde entier en termes d'état d'État. Regardez par exemple, avez-vous connaissance d'un seul pays démocratique au monde dont le pouvoir législatif est confisqué? La confiscation du pouvoir législatif est un acte qui s'apparente à un coup d'État législatif. Parce qu'il ne peut pas exister dans une démocratie qu'un chef d'État, un président de la République, fasse la promotion de deux partis politiques et leur attribue deux doctrines contradictoires et exclut tous les autres. Non seulement à exclure, mais revendique l'exclusion. Je fais référence à son entretien du 11 avril. Et là, il dit qu'il porte le chapeau de l'exclusion. Et au final, voilà les 83 sièges du Parlement, lui seul, il prend les 83 qui sont répartis au niveau de ces deux formations siamoises. Je dis même que ce n'est pas des partis politiques, c'est des sectes politiques dont le chef de l'État ressemble pratiquement à un gourou politique. C'est une calamité, cette régression est une calamité. Regardez même sur toute la ligne, c'est l'omerta, il y a une confusion. La République, c'est la transparence. La République est transparence. La République n'est pas obscurantisme et obscurité. C'est grave. Et puis j'ai entendu un ministre élever la bassesse dictatoriale actuelle du pouvoir de la rupture au rang d'acte fondateur de la République. De quelle République? De quelle République? Mais c'est pas sérieux ce qui se passe. C'est pas sérieux. Le chef de l'État a prêté serment sur une constitution dont le préambule stipule clairement que le pouvoir appartient au peuple, la souveraineté appartient au peuple, et aucune fraction, aucun parti politique, aucune association de partis politiques ne peut s'en approprier. Alors, comment deux partis politiques diffractés en copains et amis reviennent pour dire nuitamment qu'ils vont falsifier, qu'ils vont réviser la Constitution, amender la Constitution, c'est faux. Cette Constitution, il n'y a jamais révision, ni amendement. Il y a une falsification de la Constitution. Et c'est un acte qui est condamné par la Constitution elle-même en son préambule.
je ne vais pas parler du titre premier ou du titre 2, jusqu'au titre 3, qui explique clairement quel type de régime nous avons. Nous sommes dans une profanation démocratique, nous sommes dans un déni d'état de droit et de démocratie. C'est une régression, une honte inacceptable et inadmissible. Et qui montre d'ailleurs que je ne peux pas cautionner ces faits. Moi, je ne peux pas le faire. Les gens tellement ont galvaudé les choses que vous-même, les journalistes, parfois, vous utilisez les termes. Mais non. Le discours politique est un discours de sens, reposé sur des mots qui ont de sens, qui véhiculent un sens, une compréhension. Rien ne s'appelle certificat de conformité. Le certificat de conformité est une bâtardise de Diogonou. C'est une bâtardise de Diogonou, il faut le dire. C'est une carence de Diogonou. Je le dis. Rien ne s'appelle certificat de conformité. D'abord, il y a eu la loi portant charte des partis politiques. Votée et puis adoptée par promulgation, votée, adoptée et promulguée le 18 septembre 2018. Alors, cette loi déjà était une loi très difficile qui comprenait des obstacles qui excluaient. Mais malgré cela, ça a été promulgué. Et malgré cela, tous les partis politiques, toute la classe politique s'est efforcée, s'est mise en chantier pour franchir les obstacles et puis se mettre en règle vis-à-vis de cette loi portant charte des partis politiques. Vous vous souvenez? Mais la loi est la loi. L'article 56 de cette loi stipule clairement deux choses. Une première chose, le premier alinéa qui dit que les partis politiques régulièrement enregistrés avant la promulgation le 18 septembre 2018 continuent d'exister. Cet alinéa n'a jamais suspendu et arrêté aucun l'existence juridique d'un parti politique régulièrement enregistré. Restaurer l'espoir avait plus de 10 ans d'existence, 12 ans d'existence, et était régulièrement enregistré. Nous bénéficions des avantages de l'alinéa premier de l'article 56 de la loi. Et mieux, l'alinéa 2 de l'article 56 dit, il continue d'exister, c'est vrai, mais il dispose de 6 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions de la présente loi. Mais c'est tout. On a dit 6 mois. Pendant les 6 mois, moins un jour, je peux aller déposer mon dossier. Moins un jour, moins une heure, moins une seconde. Je peux déposer. Mais écoutez la bâtardise. Le corps électoral a été convoqué le 9 janvier. Par décret du président Patrice Talon. Le 9 janvier 2019. Il n'y avait pas eu certificat de conformité. Personne n'a rien remis en cause. Nous étions en janvier. Mais déjà, le 14 décembre 2018, j'ai déposé le dossier complet du parti Restaurer l'espoir de mise en conformité, en respect de l'article 56, le 14 décembre. Le corps électoral est convoqué le 9 janvier. La Sénat a rendu public sur la base de la convocation du corps électoral le calendrier électoral le 22 janvier. Le processus est en cours. Et c'est le 1er février, voyant parfaitement que son entourage n'est pas prêt, et voyant qu'ils sont dans un chaos total, et oui, ils souhaitent quelque chose, ou excluent tout le monde, d'être les seuls. On appelle ça de la délinquance politique. C'est de la délinquance politique. C'est une gestion délinquante de l'État. Et personne ne peut l'accepter. Vous comprenez? Il ne s'appelle ce cas de conformité. Il faut exclure. Alors, venons-en à ce que vous dites. Je n'ai jamais fait les démarches, mon parti n'a jamais fait les démarches de mise en conformité. Nous avons fait les démarches de l'acquisition d'un récépissé. Pourquoi? Il y a des aspects qui sont stratégiques et sur lesquels je ne souhaite pas venir. Mais il y a des aspects, à partir de ces aspects stratégiques, je dois concevoir, en tant que chef, je dois concevoir une stratégie qui respecte mes convictions, mais qui permet de prendre des mesures conservatoires sur le parti qui constitue désormais un patrimoine politique. Nous avons un discours, un label spécifique que vous ne verrez pas dans la classe politique. Nous avons une franchise, une autonomie, une indépendance que nous avons et qui n'existe pas dans notre classe politique.
c'est un patrimoine que nous défendons. Je dois prendre des mesures conservatoires. Puisque désormais, il y a la loi de 2018 qui n'est pas abrogée. Cette loi a été complétée par d'autres dispositions déjà illégitimes. Donc, étant déjà dans une démarche de respect de la loi 2018, et puis ayant été empêché, exclu par de la délinquance politique, je dois quand même en tirer les conséquences et pour préserver les acquis du parti. Voilà ce qui est fait. Donc, il ne s'agit pas d'un certificat de conformité, d'un récépissé qui nous a permis pour prendre des mesures conservatoires. Vous parlez des élections qui sont dont les gens parlent, il ne s'agit pas d'élections. Ce n'est pas des élections, ça. Vous savez ce qui se passe à la Sénat? Depuis le 23, la Sénat devait donner le récépissé, l'autorisation, ce qu'ils appellent là, pour concourir, définitif. La Sénat ne peut pas faire. En même temps, la même Sénat a été convoquée au palais. En plein processus, la Sénat n'a pas allé au palais avec Patrice Talon. Et puis, le copinage continue. Vous avez entendu ce que Tiendo a déclaré? Oui, ils sont là, quand nous en aurons marre, on va prendre les décisions. Ce n'est pas lui qui en aura marre, c'est les lois qui en auront marre. Et les lois ont fini déjà, les textes ont fini déjà. Le reste, c'est des cochonneries qui se passent là-bas. Et en termes d'élection, mais il ne s'agit pas d'élection. Parce qu'une élection a un sens encadré par des lois. Et les lois sur la décentralisation sont claires. Il s'agit d'une élection locale. La circonscription électorale doit être locale, circonscrite. Et il s'agit d'une élection à 2 niveaux ou à 3 niveaux. 2 niveaux qui vont créer un niveau. Il s'agit du niveau local, de quartier, et d'arrondissement, et communal. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, vous avez quelle élection? Est-ce que c'est une élection locale? Est-ce que c'est une régionale? Est-ce que c'est une élection nationale? Avec l'introduction des 10%. Les 10% vident la décentralisation de sa fonction locale. Donc, ce n'est plus une élection de décentralisation. Nous avons... Je ne sais pas si vous comprenez. Puisque celui qui va être élu celui qu'on va élire à Covet, qui va faire tous les efforts à Covet, mais si sa formation n'a pas les 10%, ses efforts sont vains. Alors, nous sommes dans une incongruité qui élève au niveau national ce qui ne doit pas être élevé au niveau national qui est local. Savez-vous, à Cotonou ici, le vote de Kendonou ne doit pas être influencé au vote de Godomé. Or voilà, Kendonou et Godomé sont contigus. Or aujourd'hui, ce n'est pas seulement le vote de Godomé qui influence le vote de Kendonou, mais le vote de Tchaourou, de Bopa, de Kouyabe, de Tchoumi Tchoumi, de Malanville influence le vote de Calavi ou de Cotonou. Ce n'est pas sérieux. Et autre chose qui est une bâtardise, vous avez la liste électorale? Personne n'a la liste électorale. Peut-on aller à une élection sans liste électorale? Ça n'existe pas. Elle est où? Et qui est chargé, qui est habilité à toucher, à manier la liste électorale? C'est le COS. Le COS existe-t-il? Non. Pourquoi? Parce que le COS conçu par le législateur lucide, et par rapport à la loi qui est là, doit être composé de manière paritaire. Non seulement c'est paritaire, mais la direction du COS inscrit, la loi dit que si le président est d'une sensibilité, le vice-président doit être d'une autre sensibilité. Alors, quelles sont les sensibilités politiques de ceux qui sont là-bas? Y a-t-il d'opposants au Bénin, au Parlement, ou quelque part? Mais non, nous sommes dans une bataille pure, et je ne peux pas m'engager dans une bataille. La résistance est l'ensemble des forces politiques qui sont contre l'exclusion, c'est-à-dire la confiscation du pouvoir législatif, qui est le cœur même de la démocratie. La démocratie a commencé par le Parlement. Le Parlement, c'est la représentation du peuple uni. Si nous voulons prendre un peu l'esprit décrit par certains penseurs. Donc, en réalité, l'objet de la résistance est là. La résistance n'a pas autre chose que ça. C'est-à-dire empêcher
la confiscation du pouvoir législatif et empêcher la mise en sac de la démocratie. À partir de là, on va sauver les acquis de la conférence nationale, on va sauver la promotion de la démocratie. Et puis après, c'est ajouter des problèmes annexes. Parmi ces problèmes, le fait d'avoir tué des gens. Le fait d'avoir tué des gens. Si on tue des gens, la résistance doit s'occuper, doit revendiquer la réhabilitation de la mémoire des victimes innocentes. J'ajoute toujours innocentes. C'est ça. Et puis, tout ce qui a été généré comme bâtardise par le pouvoir, la résistance revendique comme objet. On ne peut pas laisser falsifier, confisquer, modifier, voler une constitution la nuit des fantômes d'Halloween. On ne peut pas. Donc voilà, ces forces-là se sont organisées et continuent sous la houlette du président Nicéphore Dieudonné Soglo d'incarner le mécontentement, le refus du peuple d'accepter le despotisme et la mise en sac de la démocratie. D'abord, il faut avoir une pensée très pieuse pour tous ceux qui ont perdu la vie depuis la célèbre ville de Wuhan et jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui en Italie, en France, un peu partout dans le monde, aux États-Unis, et aussi plus près de nous. Il faut avoir une pensée très pieuse à tous les défunts, aux âmes des défunts, et aussi exprimer toute notre compassion à tous qui ont perdu des parents, à tous qui sont victimes, tous qui sont éplorés, touchés, où qu'ils soient dans le monde. C'est triste ce qui se passe. Vous savez, moi je ne suis pas virologue, je ne suis pas épidémiologiste, mais je sais que quand on parle de virus pathogène, on parle de quelque chose de très dangereux. On parle de quelque chose de très dangereux. Et lorsque la science n'a pas fait la lumière sur un virus qui crée une pandémie, ce n'est même pas une épidémie, ce n'est même pas une infection, il crée une pandémie. Lorsque la science en arrive à décréter cela, l'humain doit avoir peur et ne pas hésiter. Or, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous a dit qu'il y a un virus qu'on appelle Covid-19, c'est-à-dire coronavirus versus version 2019. Ce qui veut dire qu'il y avait des coronas avant. Mais sur le corona 2019, Covid-19, tout le monde dit qu'on ne connaît pas ce virus. C'est un virus qui est apparu, qu'on ne connaît pas. Autrement dit, nous sommes tous aveugles, obscurs sur ce virus. Alors, lorsqu'on est obscur, lorsqu'on est dans l'obscurité, on n'avance pas. On s'arrête. On s'arrête automatiquement. Jusqu'à voir clair. Moi, je pense que ce qui se passe est un drame. Les virologues, les épidémiologues, personne ne peut vous dire exactement, voilà le comportement global, final de ce virus. Et quand c'est comme ça, je réinsiste, on doit s'arrêter. Il y a des doctrines, il y a des écoles épidémiologistes. Toutes ces doctrines, ces écoles épidémiologistes, on a deux grands courants. Le courant de l'immunité collective, c'est-à-dire, lorsque la pandémie arrive, lorsque l'épidémie arrive, lorsque l'infection arrive, ok, ce n'est pas grave, on déprotège la population, on laisse tout le monde et un grand nombre est contaminé. Cette hypothèse mise sur l'auto-immunité personnelle que chaque individu peut avoir. C'est un pari risqué. Mais on ne peut prendre ce pari que lorsqu'on a une connaissance finie, achevée sur le virus. Si vous n'avez pas une connaissance achevée, finie sur le virus, si vous ne connaissez pas le cycle de l'immunité, est-ce que l'immunisation est 2 mois, 3 mois, 1 an? Quand est-ce qu'il faut faire de rappel? Quand est-ce qu'il faut faire de rappel? Si vous ne connaissez pas, vous n'avez rien sur le virus, c'est que vous rentrez dans la doctrine de laisser le maximum être contaminé, en croyant que si le maximum est contaminé, le maximum de ce maximum sera immunisé et va constituer une barrière naturelle contre le virus. Si vous rentrez dans cette doctrine alors que vous n'avez aucune connaissance sur le virus, vous êtes un homme dangereux, vous êtes un leader dangereux. Parce que, en l'absence de thérapie, de solution, si le grand nombre présentait des pathologies irrécupérables, à ce qu'elles irrécupérables, qu'est-ce que vous allez faire? Vous aurez empoisonné, contaminé un grand nombre. Et c'est dangereux. Mais il y a une autre doctrine qui dit non.
il ne faut pas laisser le grand nombre être contaminé, il ne faut pas compter sur l'immunité personnelle au sein d'une large frange de la population, mais il faut aller faire barrière contre. Nous sommes dans ces deux doctrines. Pour ce qui concerne le Bénin, je dis que nous sommes dans un laxisme total. Le gouvernement de Patrice Talon est un gouvernement dangereux, laxiste et impréparé. Ce gouvernement n'a aucune notion de la protection de la société. Ça a une notion, ça a un penchant et le curseur sur les affaires, sur le business. Lorsqu'on parle d'une pandémie comme le coronavirus 19, dont on n'a aucune connaissance, mais on a la chance de ne pas être la source. La source, tout le monde dit que c'est en Chine. Donc, on a vu les ravages en Chine. De la Chine, on a vu les ravages en Iran, on a vu les ravages un peu dans l'Asie. Hong Kong, Chine, Taïwan, on a vu ce qui s'est passé. Corée du Sud, on a vu ce qui s'est passé. Mais on a vu ce qui s'est passé en Italie. Et puis on a vu ce qui s'est passé en France, ce qui se passe. Ce qui se passe encore en Italie, en France, en Espagne. Et qui va jusqu'aux États-Unis. On a vu. À partir du moment où on a vu ce qui se passe dans ces endroits, on doit en tirer leçon. On doit en tirer beaucoup de leçons. On ne peut pas dire qu'on n'a pas vu venir. On a vu venir. Quand on a vu ça, on doit avoir deux principes de base que je n'ai pas vu chez Patrice Talon, ni chez son gouvernement. Le premier principe, c'est le principe d'isolement. C'est un principe basique. Le principe d'isolement doit amener le dirigeant ou le responsable ou le père de famille à isoler tout agent contaminant, tout contact, à empêcher tout contact avec le virus. Et dans le cadre d'un État, d'un pays, quand on gère, on doit fermer les frontières. Là, vous fermez la porte à une infection qui n'est pas née chez vous, qui n'est pas créée chez vous, mais qui peut venir d'ailleurs. Et l'ailleurs ici, c'est soit la voie directe, Chine, Bénin, ou soit les voies indirectes, Chine, ailleurs et ailleurs qui a contact avec nous. Or, nous avons contact avec le monde. La France et le Bénin sont presque ensemble. Laissez toutes les considérations de géopolitique, colonialiste, néocolonialiste, la France et le Bénin sont ensemble. Ce qui touche la France nous touche. On a des parents. Les Français aussi ont des parents. L'histoire nous unit. Pas l'histoire qui nous a unis, soit évidemment ce qu'elle et au-delà, mais c'est l'histoire. Ça s'est toujours passé comme ça. Donc, le réflexe d'un bon chef qui doit protéger sa population, c'est l'isolement. Fermeture des frontières. Et suspension de notre aéroport, sauf pour les vols de cargo, de marchandises. C'est tout. Mais aucun passager. Quel est l'intérêt? L'intérêt est que vous limitez, vous supprimez l'arrivée, les cas importés. Vous n'allez plus importer de coronavirus dès que c'est fait. Si vous ne l'avez pas fait, et que l'OMS déclare que c'est une pandémie, dès que l'OMS déclare que c'est une pandémie, le même jour, vous isolez votre pays. Talon ne l'a pas fait. C'est laxiste et dangereux. Nous avons des cas importés. Deuxième principe, le principe de précaution. Le principe de précaution, nous ne connaissons pas le mal. Personne ne connaît le mode de fonctionnement et les conséquences saisonnières ou annuelles du virus. Si nous ne connaissons pas, le principe de précaution doit nous permettre de nous aller directement sur les gestes barrières. Et les gestes barrières, c'est le confinement, c'est la distanciation sociale et c'est le protocole hygiène anti-Covid-19. C'est les trois, il n'y a pas plus. La fonction de ces trois choses qu'on appelle gestes barrières, la notion de gestes barrières, est d'empêcher que ceux qui sont contaminés touchent ceux qui ne sont pas encore contaminés. Parce que le danger est là. Lorsque quelqu'un qui est porteur du virus touche une population, ça va. Et on dit que ce virus-là se propage très rapidement. Très très rapidement. Tout le monde s'entend là-dessus.
Autre chose qui est bizarre et que tout le monde dit, on s'accorde à dire que non seulement ça se propage très très rapidement, mais les symptômes, on vous dit par exemple 14 jours, mais c'est faux, c'est pas 14 jours. 14 jours c'est la moyenne. Vous pouvez être asymptomatique jusqu'à 28 jours, voilà, voire plus, ça dépend de votre organisme. Donc, automatiquement c'est les gestes barrières. Le confinement, la distanciation sociale et l'hygiène anti-Covid. Ça n'a pas été pris. Et pour le faire à l'intérieur, il fallait fermer les écoles rapidement, ce qui n'a pas été fait. Il fallait fermer les lieux de grand rassemblement comme les lieux de culte, ce qui n'a pas été fait. Les restaurants, les bars, ce qui n'a pas été fait. Les discothèques, ce qui n'a pas été fait. Les boîtes de nuit, ce qui n'a pas été fait. Les plages, ce qui n'a pas été fait. Et qu'est-ce qu'on attend faire? Le gouvernement dit, moi, je vais mettre en quarantaine les gens, ils n'ont qu'à continuer de venir. J'ai mis un budget, dès qu'ils vont venir, j'ai pris des hôtels, ils iront dedans, ils auront fait 14 jours, et puis ils vont être libérés. Alors que la période réelle n'est pas 14 jours, c'est la période moyenne. Donc, nous avons des cas importés qui ont pris contact avec beaucoup de la population. Donc, voilà, et puis vous-même vous écoutez tous les jours les laxismes, les failles. Il y a 4 jours, l'ordre des médecins n'est même pas associé. L'ordre des médecins, c'est-à-dire les médecins même, ils ont un ordre. Le premier réflexe d'un chef d'État, c'est d'associer les médecins de l'ordre. C'est les médecins de l'ordre qui comprennent les problèmes des médecins. Et j'ai aussi préconisé avec le parti politique, nous, dès qu'on a déclaré la pandémie, on a mis en place un comité de veille Covid-19, dirigé par le Dr Moussa, et coordonné par les grands sachants au sein du parti. Nous produisons une veille que je répète, que je répands, que je prolonge sur ma page Facebook et un peu dans la population, en respectant les règles de distanciation. Aucune mesure digne de ce nom. Et pour mesure, on dit c'est le 30 qu'on va faire. Or, le Covid n'attend pas. Autrement dit, le gouvernement veut attendre que nous ayons un temps de contagion, un temps où le virus va circuler beaucoup d'abord et autres. Et quand on va prendre des mesures, aucune mesure en termes de cette pandémie ne peut être efficace si on n'a pas associé les concernés. Deuxièmement, s'il n'y a pas des accompagnements. Parce que le Covid n'est pas que sanitaire, c'est non sanitaire. C'est non sanitaire. Et l'aspect non sanitaire touche plusieurs aspects économiques, financiers, budgétaires, régionaux, géostratégiques. Donc, et même des aspects sociaux. Quand le Covid empêche quelqu'un d'aller à ses activités, qu'est-ce que la personne va manger? C'est au gouvernement de penser à tout ça. Certains vous disent, bon, nous sommes un petit pays, il n'y a pas d'argent, c'est faux. J'ai été plusieurs fois député, je connais les ressources du pays, je connais les sources budgétaires du pays, je connais les affectations budgétaires du pays, je sais les règles prudentielles sur les calamités, les catastrophes que nous avons. Mais enfin, vous devez savoir quelque chose, le Bénin n'a pas inventé le Covid. Le Bénin ne l'a pas exporté non plus. Et le Covid est une catastrophe planétaire. L'humanité, à la fin de chaque catastrophe, se retrouve pour faire l'addition, pour faire le solde, et payer les additions, et payer la note. Ce n'est pas au Bénin de payer la note. Et puis je ne veux pas dévoiler des choses. Aux structures de la Banque mondiale, il y a des dispositions. Du FMI, il y a des dispositions. Et toutes les structures bancaires, les financiers du monde doivent savoir comment déjà prendre des dispositions pour gérer les aspects non sanitaires du Covid en prenant les volets de l'appui, accompagnement, de la stabilisation et de la relance. Donc le Covid révèle ce que les pouvoirs sont. Et au Bénin, ça révèle même l'incompétence du pouvoir que nous avons. L'incompétence et l'impréparation du pouvoir que nous avons. La peur fait partie de l'homme. Un homme dont on enlève la peur est une machine. Moi, je suis un philosophe. La peur fait partie de l'humain, ça fait partie même de l'animal. L'animal, la peur, c'est-à-dire la sensibilité, le reflet de sensibilité. C'est ça la peur. Vous voyez un serpent, vous devez avoir la peur. J'ai un réflexe naturel de survie.
La peur est un reflet de survie qui d'ailleurs est une bonne chose. Vous voyez, ça enlève, ça déchaîne des quantités d'adrénaline qui viennent comme support pour faire barrage. Il ne faut pas avoir la phobie de la peur non plus. Il ne faut pas être un maniaque, un détracté de la peur. Mais la peur doit entrer dans tout ce que nous faisons parce que la peur est quelque chose qui nous montre les limites. La peur, c'est comme vous avancez et puis le feu rouge est là et puis le jaune intervient pour vous dire faites attention. Donc c'est un charlatan. Par rapport au coronavirus, aucun chercheur ne connaît réellement jusqu'à là où je vous parle tous les contours de ce virus. Certains disent que c'est une grippe. C'est aussi des gens qui sont approximatifs. Parce que avant, certains parlaient que ça touche le poumon, ça peut... Mais aujourd'hui, des chercheurs vous disent que ça peut toucher aussi le cœur et même des nerfs du cerveau. Donc, il faut faire très attention. Nous ne connaissons encore rien sur cette affaire. Nous sommes des profanes de cette affaire. Et quand on ne connaît pas quelque chose qui tue, on doit avoir peur. Et quand on doit avoir peur de quelque chose qui tue, on doit éviter de s'approcher. C'est pourquoi moi je conseille aux gens de respecter les règles barrières. De respecter les règles barrières, sans état d'âme, les règles barrières. Je conseille à tout le monde de faire la pression maximale sur le gouvernement et de dire qu'il y a l'argent, qu'ils n'ont qu'à sortir l'argent pour accompagner chacun dans son secteur. Et je dis aussi que chacun a le droit de défendre sa vie. Et il faut fuir le Covid. Et j'ai sorti une phrase au sein du parti. Le Covid-19 est ici et là. Nous ne soyons pas ses complices, ni contre notre vie, ni contre la vie d'autrui. Alors, je voudrais vous remercier. Et ça fait 3 ans que j'ai pris une heureuse décision, l'une des meilleures décisions de ma vie. Je suis très content de parcours. Et je suis très content de ne pas cautionner toutes les dérives de ce système. Et je voudrais dire à tous ceux qui continuent de croire en moi que le meilleur combat d'un homme, c'est le combat des valeurs et des principes. Ce n'est pas le combat de la poche. Je sais aussi que c'est difficile. Je sais que c'est très difficile pour certains. Beaucoup ne vont pas résister. Mais c'est comme ça. Tout le monde ne veut pas résister. Ceux qui seront fatigués vont partir d'eux-mêmes. Vont arrêter. À telle enseigne qu'au niveau des partis politiques, tous les partis sont presque déstabilisés. Déstabilisés. Ceux qui résistent encore au sein du parti Retrouver l'Espoir ou au sein de la résistance doivent être félicités. Et puis en secondo, je dis à tout le monde que la conférence nationale est irremplaçable. C'est le pacte fondateur de la République. Je dis à tout le monde que ceux qui sont au pouvoir actuellement ont fait 2 coups d'État, 3 coups d'État. Parce qu'on appelle coup d'État l'utilisation d'un coup de force pour garder un pouvoir, pour renforcer un pouvoir, pour changer un régime. Ils ont opéré des coups de force, de confiscation du pouvoir législatif, de falsification de la Constitution. Et le dernier coup de force qu'ils sont en train de commettre, c'est le coup de force de transformation, de l'apologie de la dictature. Et puis, je vais vous dire que aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la démocratie. Nous sommes la risée des pays démocratiques. Nous sommes une honte démocratique. Et tous ceux qui souffrent aujourd'hui du Covid-19, vraiment, je suis très sensible. Je suis très sensible, surtout des gens qui ont des parents qui sont sur la première ligne en France et en Europe et partout. Nos frères qui sont des médecins, nos soeurs qui sont des médecins, nos enfants qui sont des médecins, qui combattent sur la première ligne, et je leur apporte soutien, respect et considération. À tous les chefs d'État qui se battent de manière sérieuse contre le Covid, je les encourage. Mais ceux qui sont encore laxistes, je leur dis non. La priorité doit être donnée à la vie. Le curseur doit être du côté de la vie. Les affaires vont reprendre quand nous allons sauver la vie. Et les affaires vont reprendre parce que le monde d'après Covid-19 ne sera pas le monde d'avant Covid-19. Le monde va changer complètement. Les valeurs, tout va changer. Regardez comment les églises, les hommes de foi sont en train de fuir, de se barricader un peu partout. Qui l'aurait cru? Le monde, après chaque grand conflit, chaque grande catastrophe, se redéfinit sur de nouvelles bases. Et nous devons nous préparer. Et enfin, je dois sortir une célèbre formule. L'humain est la cause des drames qui touchent l'humain. Mais l'espoir, au-delà de l'espoir, l'espérance, est que seul l'humain a les capacités de surmonter, de transcender les difficultés qui se posent à l'humain.
La solution contre le Covid est au niveau de l'humain. Elle passe aussi par l'entraide, la solidarité, une nouvelle vision plus égalitaire du monde, plus humaniste du monde. Voilà, et puis j'ai dit aux Béninois de ne pas se laisser distraire par les errements du pouvoir. Il y a de l'argent. Le pouvoir était irresponsable en laissant importer beaucoup de cas de Covid qui sont potentiels ici, et que notre seule voie de survie est le respect des règles de confinement, des règles de distanciation sociale, des règles des hygiènes, du protocole hygiène anti-Covid-19. Et puis, j'ai dit au gouvernement, j'ai sorti avec le parti près de 24 points, propositions. Ils n'ont qu'à faire attention et lire les propositions. Ces propositions vont aider beaucoup nos populations. J'ai dit aux populations qu'il y a de l'argent, massivement. À l'intérieur du pays, il y a de l'argent. Et à l'extérieur aussi, il y a des potentiels d'argent. Et que la facture du Covid sera payée par l'humanité, le monde qui va s'asseoir pour régler la facture du Covid. Parce que nous n'avons pas inventé le Covid. Nous en sommes aussi victimes. Et nous ne pouvons pas payer seul l'addition. Et il y a de petits gestes que le pouvoir peut faire. Les factures d'électricité et d'eau. De petites choses aujourd'hui, on doit différer. Je ne dis pas d'abandonner. On doit différer de petites choses. On doit différer. Chaque personne qui doit subir les conséquences d'un acte qui doit aider la majeure partie à ne pas être contaminée doit être accompagnée, soutenue. Et le gouvernement doit rentrer dans une démarche participative d'écoute. C'est un gouvernement qui n'a pas de parlement, qui est monopolaire et dictatorial, qui n'a pas la confiance. Et quand on n'a pas la confiance, on doit prendre l'option, une option participative. Enfin, j'ai une pensée pour nos frères qui sont en exil, qui sont poussés en exil, qui sont loin du territoire et qui vont rencontrer par hasard cette dangereuse pandémie, là où ils ne sont pas dans leur référentiel naturel. J'ai une pensée pour ça. C'est aussi l'occasion, si le président Patrice Talon sait que devant cette épreuve, il faut revoir les choses, il faut se mettre dessus, et qu'après, nous allons continuer nos conflits, et que pour le moment, c'est difficile. Tous ces frères-là, il doit y avoir une parenthèse pour que nous nous retrouvions, nous protégions nos frères. Parce que même ceux qui sont en exil, ceux qui sont en train de fuir, tout ça, ne sont pas des parias, c'est des Béninois, c'est des vies. Face au Covid, nous devons penser autrement, parce que qu'on le veuille ou non, la vie de maintenant ne sera pas la vie d'après Covid. Voilà. Et de faire attention à la vie. On ne peut pas continuer de tuer pendant ce temps. Voilà un peu ce que je voudrais dire en disant à tout le monde, c'est bon de ne pas s'associer aux dictateurs. Et que nous devons combattre les dictateurs, quoi qu'il en coûte. Nous devons combattre ce régime que le peuple ne mérite pas. Je vous remercie.